Félicitations. Tu viens de terminer ta plaidoirie la plus brillante. Le jury te regarde avec un mélange d'admiration et de dégoût. Tu as libéré un homme que tout le monde sait coupable. Mais ne culpabilise pas, tu as juste fait ton travail. Le problème, c'est que ton travail consiste désormais à garantir que des assassins dorment dans leur propre lit pendant que leurs victimes pourrissent dans la terre. Ça n'a pas toujours été comme ça. Retour 5 ans en arrière. Tu es un jeune avocat idéaliste fraîchement diplômé de la Sorbonne. Ton cabinet tient dans un placard. Ton bureau, c'est une planche à repasser pliée. Tu rêves de défendre les innocents, d'être le héros des causes perdues. La réalité, cependant, a cette sale habitude de cracher sur les rêves des idéalistes. Tes seuls clients sont des vieilles dames qui se battent pour des héritages de 200 € et des immigrés sans papier qui te pètent en câlins et en promesses. Pendant ce temps, le loyer n'accepte pas les câlins comme monnaie. Ta copine, fatiguée de dîner de nouilles instantanées pour la 47e fois, te lance un ultimatum. Soit tu réussis dans la vie, soit je réussis sans toi. Puis arrive ce mercredi gris. Un homme entre dans ton placard cabinet. Costume impeccable, montre qui coûte plus cher que ta voiture d'occasion. Il ne demande pas, ne supplie pas. Il pose simplement 5 000 € en liquide sur ta planche à repasser et dit « Mon neveu a été arrêté pour possession de cannabis. Sors-le demain. » Tu hésites exactement 3 secondes. Le temps que ta conscience se batte contre ton compte en banque. Ton compte gagne par KO. L'affaire est ridiculement simple. La police a violé le protocole de perquisition. Tu le signales au juge. Affaire classée. Ton premier goût de vraie victoire. Ton premier goût de vrai argent. Ton premier pas vers l'enfer. L'homme au costume revient, cette fois avec un cas plus sérieux. Coups et blessures. Puis extorsion. Puis trafic. Chaque affaire est une marche de plus dans la descente de l'escalier. Tu te convaincs que tu es encore du bon côté de la loi. Tout le monde mérite une défense, tu répètes au miroir. Le miroir ne répond pas, mais tu jures voir de la déception dans ton propre reflet. Ta copine revient. Maintenant, tu peux payer des restaurants chics. Elle sourit, mais il y a quelque chose de mort dans ses yeux quand tu expliques d'où vient l'argent. Ne me raconte pas les détails, elle demande. Tu obéis. Certains secrets sont trop lourds à partager. Puis survient l'événement. Le moment où tu franchis la ligne sans même t'en rendre compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un nouveau client. Pas cet homme au costume. Il était mort maintenant, exécuté en pleine rue. La police sait qui a appuyé sur la gâchette. Toi aussi, tu le sais. Et maintenant, cette gâchette ambulante est assise devant toi, dans ton cabinet qui n'est plus un placard mais un vrai bureau, te demandant de le sauver. Tu vois les photos, la scène de crime. L'homme au costume tombé, le sang formant un halo macabre autour de sa tête. Tu sens la nausée monter. Mais alors, ton nouveau client pousse une valise. Tu l'ouvres. 50 000 € en billets usagés. Tout le monde mérite une défense, tu murmures. Cette fois, même le miroir ne te croit pas. L'affaire va au procès. L'accusation a des témoins. 3 personnes ont vu le meurtre. Mais tu as découvert quelque chose d'intéressant pendant ton enquête. Le témoin principal, celui à la mémoire photographique, a un sale petit secret. Des dettes de jeu. Beaucoup de dettes. À l'interrogatoire, tu ne l'attaques pas directement. Tu es plus subtil. Tu demandes sur sa routine, où elle était 3 semaines avant le crime. Elle répond avec confiance. Puis tu présentes les relevés bancaires. Elle était dans un casino illégal, en train de parier le salaire qui devait nourrir ses enfants. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Le jury voit une femme désespérée pour de l'argent, une femme capable de mentir pour une récompense. Crédibilité détruite, témoin neutralisé. Les 2 autres témoins s'effondrent, comme des dominos. L'un a un historique d'ivresse. L'autre était à 100 mètres de distance, trop loin pour avoir une certitude absolue. Tu crées le doute raisonnable. Ton client est acquitté. Tu rentres chez toi et tu bois jusqu'à t'évanouir. Ta copine te trouve évanoui sur le canapé, encore en costume, serrant la bouteille vide. Elle ne dit rien, elle fait juste ses bagages en silence. Le lendemain matin, elle est partie. Elle laisse un mot. Je n'arrive plus à te regarder. Tu froisses le papier et le jettes. Tu te dis qu'elle ne comprend pas, que le système a besoin d'avocats comme toi, que la justice est aveugle, pas sélective. Les mensonges que tu te racontes sont aussi bien construits que tes arguments au tribunal. 6 mois plus tard, tu es l'avocat, celui que les caïds cherchent quand la situation est impossible. Ton cabinet occupe maintenant un étage entier. Tu as une secrétaire, 3 assistants et une cave à vin qui a coûté plus cher que la maison de tes parents. Puis tu reçois l'appel. La voix de l'autre côté est calme, polie,
mais il y a quelque chose dedans qui te fait sentir la glace parcourir ton échine. J'ai besoin de vos services. Demain, 14 heures, dans mon bureau. Ne soyez pas en retard. Tu arrives au lieu. Ce n'est pas un bureau. C'est un restaurant fermé. Tu entres. 6 hommes te fixent. Tous muets. Tous avec ce regard qui a déjà vu la mort de près et n'a pas scié. Au centre, assis comme un empereur sur son trône improvisé, se trouve le parrain. Pas un parrain. Le parrain. L'homme qui contrôle la moitié du milieu parisien. Tu as déjà entendu les rumeurs. Cet homme a des juges dans sa poche, des politiciens sur sa feuille de paie et des cadavres dans des endroits qui ne seront jamais trouvés. Il t'offre un café. Tu acceptes. Tes mains tremblent tellement que la tasse teinte contre la soucoupe. « J'ai un problème, dit-il. Mon fils a été arrêté. Trafic international. Les preuves sont solides. Ils vont l'extrader vers les États-Unis. Là-bas, il prend la perpétuité. » Tu avales ta salive. Extradition. C'est fédéral. C'est la Ligue majeure. « Combien voulez-vous » tu demandes. Il sourit. Ce n'est pas un sourire chaleureux. C'est le sourire d'un requin. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de loyauté. Si tu sauves mon fils, tu deviens famille. Si tu échoues, il ne termine pas la phrase. Il n'a pas besoin. Tu acceptes. Quel choix as-tu? Pendant 3 mois, tu t'enterres dans les documents. L'accusation a construit un dossier en béton. Enregistrement d'écoute téléphonique. Transactions bancaires tracées. Témoins coopérants. C'est une forteresse sans brèche apparente. Mais tu trouves toujours une brèche. Toujours. Tu découvres quelque chose. Les écoutes téléphoniques ont été autorisées par un juge. Mais ce juge a signé l'autorisation 2 jours après que la police a commencé à enregistrer. Une erreur procédurale minuscule, un détail que 99% des avocats ne remarqueraient même pas. C'est suffisant. Tu demandes l'exclusion des enregistrements. Sans eux, le dossier de l'accusation s'effondre. Le fils du parrain est libéré. Tu attends de la gratitude, peut-être une prime généreuse. Ce que tu reçois est pire. Le parrain te rappelle. Même restaurant, même 6 hommes muets. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent dans l'air, tu sens le danger. « Tu as fait un excellent travail, dit-il. Tellement excellent que maintenant tu en sais trop. Ton cœur s'arrête, tu vas mourir. Ici, maintenant. » Il continue. « J'ai une proposition. Tu travailles exclusivement pour moi, personne d'autre. En échange, tu gagnes 500 000 € par an, plus les bonus, plus la protection. Tu veux refuser. Tu veux dire que tu as encore de la dignité. » Mais alors, un des hommes muets pose un dossier sur la table. Tu l'ouvres. À l'intérieur, il y a des photos. Ta mère faisant ses courses, ton père sortant du travail, ton petit frère entrant à l'université. Le message est clair. Tu n'acceptes pas un emploi. Tu signes un contrat qui ne peut pas être rompu sans sang. « J'accepte », tu dis. Ta voix sonne lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. 3 ans passent. Tu vis dans un appartement de luxe qui ressemble à une prison dorée. Tu conduis une voiture de 200 000 € qui ne t'apporte aucune joie. Tu sauves des criminels de la prison et tu dors à l'aide de médicaments de plus en plus forts. Une nuit, tu reçois un message anonyme, un numéro inconnu. Restaurant Le Marais, minuit, viens seul. Tu y vas. C'est stupide, mais la curiosité est plus forte. Un homme est assis à la table du fond. Il se retourne. Tu reconnais le visage. C'est un agent de la police judiciaire que tu as humilié au tribunal il y a 2 ans. Avant que tu ne fuis, dit-il, écoute, nous construisons un dossier contre le parrain. Nous avons besoin de quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un avec accès. Toi. Tu ris. C'est un rire amer, sans humour. Tu crois que je vais t'aider, après tout? Pas par bonté, répond-il. Pour la liberté. Tu es son prisonnier. Nous pouvons te libérer. Immunité totale, nouvelle identité. Toi et ta famille disparaissez. Vous recommencez. Pour la première fois en des années, tu sens quelque chose qui ressemble à de l'espoir. De quoi avez-vous besoin? Tu demandes. Tout. Nom, compte, opération. Tu documentes tout. Dans 6 mois, on lance l'opération. Tu es d'accord. Pendant 6 mois, tu vis une double vie. Le jour, l'avocat loyal. La nuit, l'informateur. Chaque réunion est un risque. Chaque document copié peut être ta sentence de mort. Finalement, le jour arrive. L'opération est prévue. Tu es dans une réunion avec le parrain quand la porte explose. Police, des dizaines, cris, armes, chaos. Tu es arrêté avec les autres, emmené dans une voiture de patrouille. Mais au lieu du commissariat, il t'emmène dans un lieu sûr. « Félicitations, dit l'agent. Tu es libre.
Mais tu regardes par la fenêtre et tu vois la ville que tu connaissais s'éloigner. Tu quittes Paris, ta vie, ton identité. Tout derrière toi. Tu ne te sens pas libre. Tu te sens vide. 6 mois plus tard, tu es dans une petite ville du Sud. Tu travailles dans un cabinet d'avocats de quartier. Petites affaires. Clients honnêtes. Le genre de travail dont tu rêvais quand tu étais jeune et idéaliste. Mais chaque nuit, tu rêves de ce restaurant. Des 6 hommes muets. Du parrain et de son sourire de requin. Tu as échappé à la cage, mais les barreaux sont toujours dans ta tête. C'est ça, la vie d'un avocat du milieu. Tu vends ton âme par petits versements, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à vendre. Et quand finalement tu essaies de la récupérer, tu découvres que certaines choses, une fois perdues, ne reviennent jamais. Il t'appelait brillant, invincible, nécessaire. Mais en te regardant dans le miroir maintenant, dans une ville où personne ne connaît ton vrai nom, tu réalises la vérité brutale. Tu n'étais qu'une pièce de plus dans le jeu. Et les pièces sont toujours jetables. Voici la leçon finale. Dans le monde du milieu, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des survivants. Et survivre n'est pas la même chose que vivre.